tous les lundis par l'édito. L'éditorial de la semaine alerte aujourd'hui sur les risques potentiels de la sous-traitance dans certains domaines sensibles. L'éditorialiste suggère également quelques pistes de réflexion pour la performance des entreprises naissantes. Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En m'intéressant à la problématique de la sous-traitance, il m'a paru nécessaire d'alerter sur les effets collatéraux de la pratique. On ne peut raisonnablement sous-traiter de tout. Or, chez nous, la sous-traitance est permise sans restriction aucune. Un secteur comme les télécoms, par exemple, devrait, pour des raisons de sécurité manifestes, rester du domaine de souveraineté exclusive de l'État. Il en est de même du secteur de l'informatique dans l'administration et les banques, histoire de sécuriser les données et les transactions. Or, à y voir de près, dans des domaines aussi pointus que sensibles, le pays est fatalement à découvert. Et ça n'est pas tout. Le temps de vous redresser. Les factures payées pour ces prestataires, le montant des honoraires frise le scandale. Pour les mêmes services, on paye le quintuple simplement parce qu'il s'agit des grands noms. Et pourtant, il suffisait d'un minimum d'organisation pour la prise en charge pleine et entière de tout le circuit, l'ensemble du circuit. D'où la fâcheuse interrogation sur l'encouragement de l'entrepreneuriat local. Malgré la volonté politique affichée, il reste que les mesures incitatives ne suivent toujours point, à tout le moins pas assez offensives. Avec le guichet unique, le circuit exagérément long a vu se raccourcir considérablement, mais les charges fiscales, l'exonération du matériel pour les entreprises naissantes attendent encore. De même qu'il manque un dispositif de coaching. Résultat, les plus téméraires qui arrivent à s'installer déposent le bilan avant l'entame de la 3e année. 3 ans, le temps minimum nécessaire pour voir si l'aventure résiste aux dures réalités des affaires. De plus en plus de jeunes de la diaspora s'organisent et singulièrement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils offrent leurs services ailleurs. Le pays qui les a vus naître assiste impuissant à cette fuite de cerveau. Ils ont beau nourrir le manque et la chaleur du pays, ils ont beau entendu l'appel du pays, mais quand ils pensent à comment démarrer une affaire dans un pays où toutes les banques sont commerciales et que celles-ci exigeant une montagne de conditionnalités pour l'accès au crédit, ils ont vite fait de freiner de 4 fers s'ils ne déchantent pas purement et simplement. Face aux grands noms, aux bras longs et aux dents tranchantes, ces jeunes débutants n'ont encore aucune chance de gagner un marché de sous-traitance. Que faire alors? Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire si l'on veut d'un développement harmonieux et endogène. Non seulement il faut susciter des vocations, mais bien plus, il faut un système, un mécanisme d'accompagnement pour les promoteurs privés. Autant le pays a besoin des investissements tous azimuts, autant il a encore plus besoin des investissements privés nationaux susceptibles de booster la croissance et favoriser la création de richesses. Il nous faut pour cela un cadre de dialogue secteur privé, secteur public, dynamique et permanent, ajusté à l'environnement international. Le Doing Business de la Banque mondiale, qui est le baromètre qui mesure le climat des affaires, classe le Tchad au 183e rang sur 183 pays. Le schéma actuel, avec un secteur privé détaché tel que voulu par les institutions internationales, a montré ses limites. Il ne s'y est pas et ne permet guère l'atteinte des objectifs du millénaire pour lequel le pays a souscrit des engagements. Aujourd'hui, que nous avons mesuré ce que l'aide publique au développement a engendré en Afrique et dans les économies africaines, il faut peut-être changer de voie. Qui sait? Vivement, lundi prochain. Voilà, vous venez de suivre là l'édito de la semaine, un éditorial signé Ahmad Makaïla. Les négociations sur le projet de raccordement du Niger au système tchadien de transport des hydrocarbures par pipeline sont ouvertes depuis ce matin au ministère de l'Énergie et du Pétrole. C'est le chef du département, Brahim Al-Khalil, qui a lancé les travaux en présence de son homologue nigérien. Les précisions de Ghislain Tiani Koudou.
L'expertise tchadienne en matière de transport d'hydrocarbures par pipeline suscite l'intérêt du Niger. Le ministre nigérien de l'énergie et du pétrole, Fumakoï Gado, à la tête d'une délégation, est venu poursuivre les négociations sur le projet de raccordement du Niger au système de transport tchadien des hydrocarbures par pipeline. Ces négociations, entamées depuis février dernier par les deux États, ont abouti à un protocole d'accord et une feuille de route. Selon le ministre tchadien de l'énergie et du pétrole Al-Khalil Hileou, cette réunion d'échange vise à finaliser le projet d'accord bilatéral qui va être soumis à la signature des deux parties. Il souligne que cette signature est d'une importance capitale. La signature de cet accord bilatéral ouvrira certainement la voie à d'autres étapes essentielles sur la voie de la réalisation de cet important projet qui générera sans doute des revenus substantiels à nos deux pays. Il convient de rappeler que de la diligence de nos experts dépendra la finalisation de ce projet. Ce projet, il faut le souligner, il tient à cœur nos plus hautes autorités. Quant au ministre nigérien de l'énergie et du pétrole, il se réjouit de l'accueil tout en relevant que le peuple nigérien souhaite voir ce projet se réaliser pour renforcer son économie. Le projet de raccordement du Niger au système de transport tchadien des hydrocarbures par pipeline est la manifestation de la volonté politique des deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Mahamadou Youssoufou, a dit le ministre de l'énergie et du pétrole. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rentrée académique de la toute première école professionnelle de journalisme. Une cérémonie de rentrée officielle présidée par le ministre de l'Information et de la Communication en présence de son collègue ministre de l'Enseignement supérieur. Une cérémonie qui avait pour cadre l'ISFOP au quartier Sabangali. À Doumbé-Hortense. Ils sont 60 lauréats pionniers en filière journalisme au Tchad. Ils sont retenus à l'issue du concours national de recrutement des candidats en journalisme. La rentrée académique 2012-2013 destinée à cette fin est lancée ce lundi par le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, en présence de son collègue de l'enseignement supérieur, le professeur Hassan Makaï Taïsou. Il revient à l'USTA de concrétiser la vision des plus hautes autorités qui consiste à offrir à la jeunesse les capacités requises en technologie de l'information et de la communication. Le cap est mis sur le tout numérique. Pour atteindre cet objectif, l'USTA, aidé de ses multiples partenaires, a entrepris une approche progressive et à coup sur coup organisée. Un concours national de recrutement des candidats en journalisme en avril 2012. Où plus de 800 candidats ont postulé, dont une soixantaine retenus. L'élaboration d'un programme provisoire de la licence professionnelle en journalisme qui a servi de cadre pour le programme d'enseignement définitif. Pour cultiver l'excellence, les dispositifs sont pris afin de favoriser les travaux pratiques. Il s'agit de 2 salles informatiques, une salle multimédia, une médiathèque, un plateau, un laboratoire électronique et un quart de reportage. Le chef du département de l'enseignement supérieur souhaite bon vent aux lauréats. Dans cette école, vous êtes des pionniers. Vous savez, être pionnier, c'est pas facile, mais quelque part, c'est payant. Puisque vous serez les premiers journalistes formés, disons les premiers journalistes Mali Tchad. Donc vous n'avez pas la chance que vous avez. Je vous souhaite pour ça beaucoup de chance, beaucoup de courage. Le ministre de l'Information et de la Communication a fait clin d'œil à ses dévanciers qui ont mûri le projet et souhaite la contribution de tous ceux qui ont fait belles lettres en journalisme pour gagner ce pari. L'USTA envisage à travers cette filière créer une radio FM éducative. Précisons que sur les 60 lauréats retenus, 10 places sont accordées à la presse privée. Les candidats arabophones vont concourir à leur tour dès la semaine prochaine à l'université Roi Faisal. Président de cette cérémonie, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a déclaré que c'est une étape décisive qui marque définitivement le passage de l'analogique au numérique. Suivez plutôt. Je dis simplement que si je me trouve en face de vous aujourd'hui, c'est grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a cru en la jeunesse, qui a cru en l'homme tout simplement. Parce que dans sa politique, il met l'homme au centre de toutes ses actions.
Et quand on met l'homme au centre de ses actions, on met la formation au centre de son action principale. Il a cru en nous et il croit que vous allez réussir, vous qui êtes là jeune, que vous pouvez relever les défis de 2015. Pourquoi 2015? Vous allez me dire, mais pourquoi cette date? Parce que c'est la date butoir pour passer définitivement de l'analogique au numérique. Vous êtes des journalistes du numérique. Nous avons 4 projets pour le pays d'ici 2015. Nous avons pour premier projet le CATI, qui est le Centre africain des technologies de l'information et de la communication. Nous voudrions faire du Tchad le hub du tout numérique. Nous voudrions que quand on va parler du TIC, on pense au Tchad. Comme le centre de la montre TIC-Tchad. Voilà notre slogan. Et vous êtes ce TIC-Tchad. Nous allons en 2013 organiser un forum international. C'est un salon international sur le tout numérique qui verra au Tchad une centaine de pays, les plus grands experts des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous allons, au sortir de ce forum, créer ce que nous appelons ici la télévision panafricaine. Et pour cela, il me faut des cadres formés, des cadres compétents, qui, aux côtés des autres Africains, vont concourir pour entrer dans ces centres-là. Et je crois que le choix porté sur 60 parmi 800 Tchadiens, parce que le concours s'est déroulé sur l'ensemble du pays, et vous êtes la crème des crèmes de ces pays. Je crois que vous allez réussir et vous n'allez pas nous démentir. J'espère que vous allez entrer dans le CATI. Nous avons aujourd'hui, comme vous l'avez constaté avec nous, une certaine presse dont la plume est alerte, mais dont l'encre nous dégoûte. Nous voudrons faire en sorte que la presse tchadienne soit une presse au service du développement, une presse qui éduque, une presse qui consolide la cohésion nationale. Voilà ce à quoi nous attendons à la fin de votre formation. Le 15 septembre dernier, les ministères en charge de l'éducation ont officiellement lancé la rentrée administrative pour l'année scolaire 2012-2013. Quelques jours après, notre reporter Adam Abdelkader a fait le tour de quelques établissements de la capitale pour constater l'effectivité de cette rentrée administrative. Son reportage. 2 semaines pour préparer les emplois du temps et mettre sur pied le programme de l'année scolaire 2012-2013. Ainsi se déclinent les principales tâches des personnels des écoles primaires, lycées et collèges de l'enseignement secondaire qui effectuent leur rentrée administrative ce lundi 17 septembre. Ici au lycée d'Abénan, même si l'herbe semble occuper les lieux, la cour déserte pendant les vacances a repris vie. Les élèves sont venus pour vérifier leurs noms sur les listes affichées et les enseignants pour chercher leurs emplois du temps. L'inquiétude des chefs d'établissement réside cependant dans le manque des infrastructures pouvant accueillir les élèves. On a déjà confectionné les emplois de temps et tout est fait prêt pour le 1er octobre, mais en ce qui concerne le CG lycée d'Abénan, c'est un problème spécifique. On a beaucoup de difficultés, il faut construire le hangar, donc les enfants prennent un peu de cours. À l'école communale du 4e arrondissement et au lycée bilingue de Diguel, le constat est le même ou presque. Responsables et enseignants sont à pied d'œuvre pour les inscriptions. Les sentinelles, ils sont là, ils sont en train de balayer les classes, et puis ils sont en train même de faire rentrer les tables bancs, parce que nous avons reçu des tables bancs nouveaux. Et puis nous avons les enseignants là, ils vont les faire sortir dehors et vont installer les nouveaux là. Et puis à part ça, maintenant on se prépare pour l'autre là, pour l'inscription et réinscription des élèves. Plus loin, dans d'autres établissements publics, l'on se prépare pour les journées pédagogiques. C'est le cas au lycée féminin et les écoles primaires d'Amrigué A et B, et même à l'inspection pédagogique du 5e arrondissement. Par rapport à la rentrée 2012-2013, nous sommes prêts sur le plan organisationnel. Nous avons des emplois de temps qui sont déjà confectionnés et effectivement nous avons convoqué une réunion de travail avec le personnel enseignant et administratif à partir de mercredi. Si dans les structures publiques, l'on se concentre encore sur les préparatifs,
Au lycée du Sacré-Cœur, l'heure est aux concertations entre les censeurs et autres encadreurs pour définir les lignes pédagogiques de l'année. Même chez les tout-petits, les chefs d'établissement ont apprêté les jouets pour accueillir les enfants le 1er octobre prochain, jour de la rentrée officielle des classes. Voilà, ici se referme cette édition. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter, je vous remercie de l'avoir suivi.